Quelle est la pire chose dont on vous a accusé? Pour ma part, j'étais enceinte de 8 mois, menottée à un lit d'hôpital, pendant que des policiers essayaient de me faire avouer que je comptais vendre mon bébé à naître. 2 semaines plus tôt, à notre baby shower, mon mari et moi avions annoncé le prénom choisi, James Patrick. James, en hommage à mon grand-père, Patrick, pour le frère de mon mari, tombé en Afghanistan. Ma belle-sœur Sandra a eu tout de suite une réaction étrange. Elle m'a entraînée à l'écart et n'arrêtait pas de demander « Où tu as trouvé ce prénom? Comment tu savais pour James Patrick ?» J'ai tenté de lui expliquer, de lui montrer les photos de mon grand-père et du frère de Patrick, mais elle répétait, inlassable « Mais comment tu savais ?» Elle est partie sans toucher au gâteau, et le soir même, elle nous bloquait partout sur les réseaux. On s'est dit qu'elle ne devait pas aller bien, mais 2 semaines plus tard, à 5h du matin, on a frappé à la porte comme pour enfoncer la maison. 2 policiers, armes sorties. C'est là que j'ai compris que Sandra nous avait dénoncés à la brigade de protection de l'enfance. Elle prétendait qu'on trafiquait notre bébé sous une fausse identité, qu'elle avait les preuves qu'on voulait le vendre au plus offrant. On nous a séparés d'emblée. Mon mari a été embarqué menotté, tandis que je hurlais d'incompréhension. Avant même de réaliser, je me suis retrouvée à l'hôpital, soi-disant pour protéger le bébé, menottée au lit comme une criminelle. L'agent Mills s'est installé dans ma chambre, bien en évidence avec son arme. « On sait tout », a-t-il balancé en jetant un dossier sur la table. James Patrick Murphy, 6 ans, Michigan. Votre belle-sœur a compilé votre obsession pour cet enfant. Je ne connais aucun enfant, j'ai répondu. Silence. Il m'a montré des captures d'écran Facebook. Ces annonces sur le marketplace, vente de l'eau en double, c'est un code pour des jumeaux. Et les acheteurs dont vous parlez, on sait ce que ça veut dire. Mon tensiomètre s'est mis à hurler pendant qu'il continuait à lire ce qui n'était que des achats pour le bébé. L'infirmière a accouru. Elle est à 18 de tension, 12 de diastolique. Ce stress pourrait... Elle simule, l'a coupé Mills. Elles font tout ça. L'agent Lee est arrivé avec les travailleurs sociaux. Votre bébé sera placé dès la naissance. Vous ne le verrez jamais. Et encore, si vous n'écopiez pas la perpétuité. Je vous en supplie, Sandra ment. Ce sont des cadeaux de liste de naissance. Votre mari est déjà passé aux aveux, a répliqué Lee. Il essaie de se sauver. Il dit que tout est venu de vous. J'ai senti une douleur fulgurante dans le ventre. Il y a un souci avec le bébé. Quel timing, a ironisé Mills. Restez tranquille. La douleur empirait. J'ai senti du liquide chaud couler. Je saigne. S'il vous plaît, vous ne saignez pas. Si vous continuez à bouger, on rajoute rébellion à votre dossier. L'infirmière a vérifié malgré tout et elle a blêmi. Elle fait une hémorragie. Appelez le docteur Blake. Vite. Elle simule, répétait Mills. Elle fait un décollement placentaire, a crié l'infirmière en appuyant sur l'alarme. C'est vital. Mills lui a attrapé le bras. Combien elle vous a payé pour dire ça? Le docteur Blake est arrivé en catastrophe, a vu le sang, il est devenu livide. Depuis combien de temps elle perd du sang? 5 minutes? 10 peut-être? On ne m'a pas laissé, a commencé l'infirmière. Ou tout de suite. On risque de les perdre tous les deux. Mills bloquait la porte. Elle est en garde à vue. Elle ne bouge pas d'ici. Alors vous signez leur certificat de décès, a rétorqué sèchement le médecin. C'est une urgence médicale. Je dois appeler mon supérieur, a répondu Mills, son portable à la main, alors que je me tordais de douleur. On n'a pas le temps, a crié Blake. Elle se vide de son sang. Le protocole, c'est le protocole, marmonnait Mills en appelant. La messagerie s'est déclenchée. Il a commencé à laisser un message interminable. J'avais la vue qui se brouillait. L'infirmière me perfusait tandis qu'une autre arrivait avec des poches de sang. « Sa tension chute !» a crié quelqu'un. « On attend toujours l'accord !» a signalé Mills, maintenant occupé à envoyer un SMS. La chef infirmière a répliqué, tablette à la main. La politique de l'hôpital dit que l'autorité médicale prime en cas d'urgence vitale. Page 47, section 3. Mills s'est mis à lire le règlement alors que je hurlais sous une nouvelle contraction, le sang inondant littéralement le lit. C'est n'importe quoi, ce règlement. Ça peut être trafiqué. C'est le site officiel du gouvernement, s'est indigné Blake. Finalement, on m'a évacué dans le couloir, les policiers sur mes talons. Mills ordonnait à Lee, ne la lâche pas, elle pourrait essayer de filer. Parfois, elles ont des complices déguisés en soignants. Elle fait une hémorragie, criait Blake. Elle ne va nulle part. En salle de pré-op, j'étais à moitié consciente. L'anesthésiste a vu les menottes. Pas question. Il faut les enlever pour opérer. C'est une fugueuse. Elle est enceinte de 8 mois, elle se vide de son sang et sera inconsciente. Vous croyez vraiment qu'elle va s'enfuir? Il a jeté un œil à mon dossier. Vous l'avez laissée avec une tension à la limite de l'AVC combien de temps? Vous cherchez à la tuer? Mills a exigé qu'un agent reste dans la salle d'opération. Je veux la surveiller, qu'elle ne disparaisse pas. L'anesthésiste a appelé la sécurité. Je veux l'administration de l'hôpital ici tout de suite. Ces agents fédéraux empêchent une prise en charge vitale. L'administrateur est arrivé, a vu la scène, moi, livide, le lit trempé de sang, à peine consciente, et a lancé aux policiers. Vous attendez dehors, ou j'appelle l'inspection générale pour tentative d'homicide par refus de soins. Mills m'a désigné. Quand elle se réveillera, si elle se réveille, on la poursuit pour tout. Le bébé part directement à l'aide sociale à l'enfance. 0 contact. Après, plus rien. Je me suis réveillée avec l'impression que tout mon corps était en feu, surtout le ventre où on m'avait ouverte. Les néons de la salle de réveil m'aveuglaient.
Tout flottait. J'ai essayé de parler, mais ma gorge me brûlait à cause du tube. Une infirmière s'est approchée, a vérifié mes constantes, pendant que je tentais d'articuler le seul mot qui comptait, bébé. Elle m'a regardé avec un mélange de soulagement et de tristesse qui m'a glacé le sang. Il est vivant, a-t-elle soufflé. Mais il est en néonat, très petit. J'ai aussitôt voulu me lever pour aller le voir, mais elle m'a doucement retenue. Ce geste a réveillé une douleur aiguë à la cicatrice. J'ai haleté. Elle m'a expliqué que je ne pourrais pas lui rendre visite, que l'aide sociale à l'enfance avait pris sa garde et qu'une interdiction de contact était en place. Les mots me semblaient dénués de sens sur le moment. Mon bébé était en vie, mais je n'avais ni le droit de le voir, ni de le prendre contre moi, ni même d'apprendre comment il allait. L'infirmière s'est approchée en ajustant ma perfusion et, à voix basse, m'a confié qu'elle avait consigné tout ce qui s'était passé au bloc. Elle m'a révélé que les policiers avaient retardé ma prise en charge de près de 20 minutes pendant que je perdais du sang. Discrètement, elle a glissé son numéro personnel sous ma couverture. « Si vous avez besoin que quelqu'un témoigne de ce qu'ils ont fait, » a-t-elle murmuré, « je suis là parce que c'était criminel. » Elle s'est éclipsée aussitôt qu'elle a aperçu des bruits de pas. Peu après, une assistante sociale est entrée, un dossier épais sous le bras et un sourire crispé qui m'a glacée. Elle s'est présentée, puis a sorti des formulaires, expliquant que ce n'était que la paperasse habituelle concernant le suivi du bébé. J'ai voulu savoir ce que je signais, mais elle a éludé la question, répétant que c'était la procédure et qu'il fallait signer sur le champ. Je sentais que quelque chose clochait, alors j'ai répliqué que je ne signerais rien sans la présence d'un avocat. Son visage s'est durci d'un coup, elle a pris un ton menaçant et m'a lancé que mon refus serait noté et risquait d'être utilisé contre moi devant le juge, comme preuve que je ne me souciais pas du bien-être de mon enfant. Elle a abandonné les papiers sur ma table de chevet avant de quitter la pièce en claquant la porte. Les heures suivantes se sont enchaînées dans un brouillard fait d'antalgiques et de contrôles médicaux. Puis, j'ai entendu des pas familiers dans le couloir. Mon mari est apparu sur le seuil. Il avait l'œil gauche enflé et violacé, le poignet droit dans une attelle, et il semblait avoir pris 10 ans en quelques jours. Il s'est précipité vers moi, et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, en larmes. Entre deux sanglots, il m'a raconté qu'il avait été libéré sous caution grâce à l'argent avancé par son frère. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il n'avait rien avoué, que l'agent Lee avait menti là-dessus. Il m'a confié qu'on l'avait frappé pendant l'interrogatoire parce qu'il refusait de reconnaître avoir voulu vendre notre bébé. Nous étions encore enlacés lorsqu'un policier est entré pour annoncer qu'il venait faire appliquer l'ordonnance d'éloignement. Mon mari, hébété, a objecté que cette mesure ne concernait que l'enfant, pas nous deux. L'agent a répliqué froidement que l'ordonnance visait toutes les parties et que mon mari devait quitter les lieux sur le champ, sous peine d'être de nouveau arrêté pour non-respect. Avant de partir, il m'a embrassé sur le front et m'a soufflé qu'il m'aimait, puis il s'est laissé emmener. Je me suis retrouvée seule, de nouveau. Plus tard, l'assistante sociale de l'hôpital est repassée, me trouvant recroquevillée en sanglots contre mon oreiller. Elle s'est assise près de moi, m'expliquant que j'avais droit à l'aide juridictionnelle, puisqu'on ne pouvait plus se permettre les honoraires d'un avocat maintenant que mon mari avait été suspendu en attendant la fin de l'enquête. Elle m'a aidé à passer un appel depuis le téléphone de l'hôpital, car mon portable avait été saisi comme pièce à conviction. L'avocate de l'aide juridictionnelle, au bout du fil, avait l'air jeune et dépassée, mais elle m'a promis de déposer en urgence une demande pour que je puisse voir mon bébé en néonat. Elle m'a prévenu qu'il faudrait sans doute patienter quelques jours avant d'obtenir une audience. 2 jours plus tard, on m'a autorisé à quitter l'hôpital, alors que j'avais encore du mal à marcher à cause de la cicatrice de la césarienne. Une infirmière m'a poussée jusqu'à la sortie en fauteuil roulant, où le frère de mon mari m'attendait pour me raccompagner chez nous, puisque mon mari n'avait plus le droit de m'approcher. Le trajet s'est déroulé dans un silence total, seulement troublé par mes gémissements au moindre soubresaut de la route qui réveillait la douleur de ma blessure. En entrant chez moi, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un mausolée. Tout était resté à sa place, comme le matin où la police était débarquée, mais la maison semblait maintenant déserte et hors du temps. La porte de la chambre du bébé était entr'ouverte. J'apercevais le berceau que nous avions assemblé quelques semaines plus tôt, les petits vêtements suspendus dans l'armoire, le fauteuil à bascule où j'avais imaginé l'allaiter. Impossible pour moi de mettre un pied dans cette pièce, je n'en avais ni la force physique ni le courage. Je l'ai refermée et depuis, je ne l'ai plus jamais rouverte. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la poitrine prête à éclater. La montée de lait était arrivée, mais il n'y avait aucun bébé à nourrir. La douleur était atroce, autant dans le corps que dans la tête. Je suis restée sous la douche, laissant l'eau chaude couler sur moi, à exprimer un lait qui disparaissait dans les canalisations. J'ai tant pleuré que j'en ai vomi, me tenant la cicatrice pour amortir la douleur des hauts le cœur. Je me demandais ce que Sandra croyait réellement avoir découvert pour être à ce point persuadée qu'il s'agissait d'un trafic. Sa manière insistante de demander « Comment as-tu su ?» pendant la baby shower laissait penser qu'elle s'était forgé sa propre certitude, mais avec Mills qui exhibait ses annonces sur Facebook Marketplace. Le même rituel revenait, toutes les quelques heures, pleurer sous la douche tandis que mon corps produisait de la nourriture pour un bébé que j'étais incapable de nourrir. 3 jours après ma sortie, mon avocate m'a appelé pour m'annoncer que l'audience d'urgence se tiendrait en visioconférence, car j'étais encore trop faible pour me déplacer au tribunal. Je me suis installée à la table de la cuisine, devant l'ordinateur, tentant de ne pas fondre en larmes pendant que le juge épluchait le dossier.
le procureur assurait que j'étais susceptible de fuir et que je représentais un danger pour l'enfant. Mon avocate a rappelé que j'avais failli mourir pendant l'accouchement et que je n'avais aucun antécédent judiciaire. Après 20 minutes de débat, le juge a tranché. Je pourrais voir mon bébé 1 heure par jour en néonat, sous surveillance, mais l'ordonnance d'éloignement avec mon mari restait en vigueur. Il a souligné que l'enquête était toujours ouverte et que toutes ces mesures étaient temporaires, pour la sécurité de l'enfant. Le lendemain matin, il m'a fallu prendre 3 bus pour rejoindre l'hôpital, n'étant pas encore en état de conduire après l'opération. À l'entrée du service de néonatologie, une employée de la protection de l'enfance m'attendait, accompagnée d'un agent de sécurité. Ils ont fouillé mon sac, m'ont palpé, demandé de vider mes poches. L'agente m'a escortée dans le service, ne me lâchant pas d'une semelle. Lorsque l'infirmière m'a menée jusqu'à l'incubateur, j'ai eu le souffle coupé. James était minuscule, à peine 2 kilos, relié à des tuyaux et des fils dans tous les sens. Sa peau était si pâle qu'on aurait dit du papier, et je voyais son petit torse se soulever difficilement à chaque respiration. L'infirmière m'a dit que je pouvais le prendre dans les bras, puis elle l'a déposé tout doucement contre moi. Il était si léger que j'avais l'impression qu'il pouvait se briser au moindre geste. L'agente de la protection de l'enfance ne me quittait pas des yeux, notant dans son carnet comment je le tenais, la façon dont je le regardais, si j'avais l'air attaché à lui. Mais à ce moment précis, plus rien ne comptait. Mon bébé était enfin là, vivant, dans mes bras. Dès que l'agente est sortie téléphoner, l'infirmière s'est penchée vers moi et m'a soufflé que James n'avait pas arrêté de pleurer depuis sa naissance. Elle m'a expliqué qu'il refusait de s'alimenter avec les autres et que tout le monde était très inquiet, mais qu'au moment où je l'avais pris, il s'était calmé d'un coup. Sa respiration était redevenue normale. Elle a pris soin de tout inscrire dans son dossier pendant que l'agente était toujours dehors. Ce même après-midi, la mère de mon mari a appelé sur le téléphone de la chambre, puisque je n'avais toujours pas le droit d'utiliser mon portable. Elle pleurait à chaudes larmes. J'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait. Elle répétait sans cesse qu'elle était désolée pour Sandra, qu'il ne savait non plus comment gérer la situation. Puis elle m'a lâché quelque chose qui m'a glacée. Il y a 4 ans, Sandra avait perdu un bébé à 5 mois de grossesse, un petit garçon qu'elle comptait appeler James Patrick. Elle avait déjà tout préparé, la chambre, les affaires, avant de le perdre. Ma belle-mère m'a confié que Sandra n'avait jamais cherché d'aide, qu'elle avait tout enfoui comme si rien ne s'était passé. Tout à coup, sa réaction lors de la baby shower me semblait évidente. En entendant le prénom James Patrick, elle s'est effondrée. Elle a cru qu'on avait délibérément volé le prénom de son fils disparu. Le deuil qu'elle n'a jamais affronté s'est transformé en une obsession, persuadée qu'on vendait son bébé, pas le nôtre. J'ai tenté d'en parler à l'agente, mais elle m'a rembarrée, expliquant que les soucis de Sandra n'avaient aucune importance. 3 jours plus tard, notre avocate a déposé une requête pour que le juge abandonne toutes les poursuites, en s'appuyant sur les antécédents psychiatriques de Sandra. Elle avait retrouvé des dossiers à l'hôpital évoquant la fausse couche, et même d'anciens messages sur les réseaux sociaux où Sandra parlait de son petit James Patrick, il y a 4 ans déjà. Mais le procureur a catégoriquement refusé, martelant qu'il fallait tout vérifier, coûte que coûte, puisqu'il s'agissait d'enfants. Ensuite, les factures ont commencé à tomber. D'abord 18 000 € pour l'opération d'urgence, puis 12 000 € pour les soins en néonat jusqu'à ce jour. L'assurance nous a adressé une lettre. Elle refusait de payer tant que l'enquête pénale n'était pas clôturée, et précisait bien que, si nous étions condamnés pour trafic, il ne couvrirait rien. Mon mari avait dû arrêter de travailler à cause de l'affaire, donc plus aucun revenu. Tous les jours, de nouvelles factures arrivaient, la note grimpait sans fin. Pendant ce temps, notre avocate m'annonçait que l'agent Mills avait été mis au placard en attendant qu'on élucide ce qui s'était passé lors de mon hospitalisation d'urgence, mais que l'agent Lee, lui, venait tout juste d'être promu sergent grâce à son travail sur notre dossier. L'infirmière qui m'a sauvé la vie en documentant tout a vu son contrat réduit à 2 jours par semaine, sous prétexte de restrictions budgétaires. Mais tout le monde savait bien que ce n'était pas la vraie raison. Une semaine plus tard, on a reçu une lettre d'avocat. Sandra réclamait des droits de grands-parents sur James. Dans la lettre, elle affirmait qu'elle avait le droit de voir son neveu et que l'en privé était cruel. Elle restait convaincue qu'il avait un lien avec son enfant perdu. Notre avocate trouvait ça délirant, mais il faudrait aller au tribunal, et ça voulait dire encore des frais qu'on n'avait tout simplement pas. Lors de ma visite suivante, James était dans mes bras quand tout à coup son moniteur s'est mis à biper dans tous les sens. Il ne respirait plus, devenait tout bleu. L'agente est restée paralysée, bouche bée. J'ai retourné James et entamé la réanimation pédiatrique comme on nous l'avait appris. 5 tapes dans le dos, puis on vérifie. Rien. 5 de plus. Toujours aucune réaction. Et l'agente restait plantée là, sans même appeler à l'aide. J'ai continué. Ses lèvres devenaient de plus en plus foncées. À la 3e série, enfin, il a toussé et s'est mis à pleurer. L'infirmière est arrivée en courant, l'a pris pour l'emmener l'examiner. L'agente, elle, a rédigé dans son rapport que j'avais été agressive avec mon bébé et que je n'avais pas respecté les règles de surveillance. Elle a affirmé que je l'avais attrapé sans autorisation et pratiqué des gestes médicaux inutiles. À cause de ça, mes visites ont été limitées à 30 minutes, avec 2 superviseurs obligatoires. Une semaine plus tard, mon mari m'a envoyé un SMS depuis un numéro inconnu. Il avait emprunté le portable d'un collègue, me demandait si on pouvait se retrouver sur le parking du supermarché. On savait tous les deux que c'était interdit, mais je n'en avais plus rien à faire. Il fallait que je le voie. On est resté 5 minutes à peine dans sa voiture, serrés l'un contre l'autre et en larmes. Il était épuisé,
avait perdu au moins 10 kilos, les yeux cernés. Il n'arrêtait pas de s'excuser de ne pas avoir pu nous protéger. Je lui ai raconté ce qui s'était passé avec James, comment on me punissait d'avoir voulu le sauver. Aucun de nous n'a vu notre voisine s'arrêter à côté avant qu'elle ne commence à nous prendre en photo à travers la vitre. Elle avait déjà appelé la police pour signaler qu'on enfreignait l'ordonnance. Mon mari est parti en trombe pendant que je filais jusqu'à ma voiture. 1 heure plus tard, la police débarquait chez nous, mais il n'était plus là, donc ils n'ont pas pu l'arrêter. 2 jours après, notre avocate m'a appelé avec une nouvelle qui m'a fait trembler tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Elle avait fouillé dans le passé de l'agent Mills et découvert 6 plaintes pour usage excessif de la force et arrestation abusive, toutes étouffées par le commissariat, sans aucune sanction. Elle préparait une requête pour faire entrer ces éléments dans le dossier, histoire de prouver une vraie dérive qui pourrait enfin nous servir. Le lendemain matin, alors que j'étais en train de profiter de ma visite de 30 minutes avec James, des hurlements ont éclaté dans le couloir devant la néonate. C'était Sandra, dont la voix traversait les portes vitrées. Elle criait que je lui avais volé son bébé et exigeait de le voir sur le champ. La responsable de la protection de l'enfance a bondi de sa chaise et s'est précipitée dehors. J'ai gardé James blotti contre moi, les yeux rivés à la fenêtre pour voir Sandra bousculer 2 infirmières dans sa course vers la néonate. Les agents de sécurité ont accouru de part et d'autre, tandis que les autres parents attrapèrent leurs enfants et s'éloignaient en vitesse, pendant que Sandra martelait la porte verrouillée. À ce moment-là, James s'est mis à mal respirer dans mes bras, ses moniteurs se sont affolés, son taux d'oxygène chutait. L'infirmière a dû me l'arracher pour réajuster sa sonde, alors que Sandra continuait de vociférer derrière la vitre. Finalement, ils l'ont emmenée, mais pas avant que 3 familles aient assisté à toute la scène, dont une maman en larmes, serrant ses jumeaux prématurés contre elle. La tension me rongeait physiquement aussi. Je tirais mon lait autant que possible, je buvais des litres d'eau, je prenais tous les compléments, mais rien n'y faisait. Ma lactation s'effondrait. Les infirmières ont fini par devoir compléter avec du lait infantile pour James, tandis que l'agente de la protection de l'enfance écrivait tout dans son carnet, notant que je n'arrivais pas à nourrir mon fils correctement. 3 semaines après sa naissance éprouvante, James a développé un souffle au cœur qui empirait chaque jour, jusqu'à ce que le cardiologue annonce qu'il fallait l'opérer d'urgence pour réparer une malformation sans doute due au stress de l'accouchement précipité. On m'a laissé dans la salle d'attente du bloc, incapable de signer les autorisations car la protection de l'enfance avait la garde légale. J'ai dû regarder une assistante sociale que je ne connaissais même pas paraffer les documents pour ouvrir la poitrine de mon bébé. L'opération a duré 4 heures et j'ai passé ce temps à faire les 100 pas, à fixer le panneau qui confirmait qu'il était toujours au bloc, à avaler un café infect, tout en voyant d'autres parents recevoir de bonnes nouvelles alors que j'attendais, impuissante. Le chirurgien a fini par sortir, épuisé, pour m'annoncer que James avait survécu, mais que son cœur s'était arrêté 2 fois sur la table et qu'il avait fallu le réanimer à chaque fois. Mes jambes m'ont lâché, je me suis écroulée et je me suis réveillée plus tard dans un lit d'hôpital, perfusée, tandis qu'un médecin m'expliquait que j'avais été admise pour déshydratation sévère et épuisement, car je ne mangeais ni ne dormais plus depuis des semaines. Pendant mon hospitalisation, une amie infirmière m'a envoyé un SMS. La sécurité de l'hôpital avait surpris Sandra dans le parking souterrain, vêtue d'une blouse dérobée je ne sais où, essayant de s'introduire dans la néonate par l'entrée du personnel. Ils l'ont arrêtée pour intrusion et tentative d'accès non autorisée, mais le dossier a été classé sans suite au parquet, faute de poursuite. Selon eux, Sandra avait besoin d'un suivi psychiatrique, pas de prison. Notre avocate était folle de rage quand elle m'a appris la nouvelle, d'autant plus après ce qu'elle venait de découvrir sur notre dossier. Elle avait pu obtenir le rapport de police original lors de la procédure et constater que quelqu'un l'avait modifié après la première plainte de Sandra, ajoutant des détails inventés sur soi-disant mots de passe et des liens avec un trafic qui n'existait pas dans la version de départ. Voir Sandra débarquer en blouse volée pour tenter de s'infiltrer en néonat, c'était pousser le concept de « s'habiller pour le job qu'on veut » à un niveau complètement délirant, même si elle excellait déjà dans l'art de raconter n'importe quoi. Les métadonnées du fichier électronique ont prouvé que l'agent Mills avait modifié le rapport 3 jours après mon opération d'urgence, falsifiant ainsi des documents officiels pour étoffer leur dossier. Mon avocate préparait une plainte pénale contre Mills quand le procureur a appelé avec une proposition. Il voulait que je plaide coupable de mise en danger d'un enfant, que j'accepte 2 ans de mise à l'épreuve et, en échange, ils abandonneraient toutes les autres charges, me permettant de récupérer la garde de James dans 6 mois. Pour notre avocate, c'était du chantage pur et simple. Ils savaient que leur dossier ne tenait plus et voulaient limiter la casse. Mais elle a aussi reconnu que c'était probablement le moyen le plus rapide de retrouver James. J'ai refusé net, car accepter cet accord, c'était reconnaître une faute qu'on n'avait pas commise, alors que tout ce qu'on avait fait, c'était choisir un prénom pour notre bébé. Mon mari n'était pas d'accord quand je lui en ai parlé ce soir-là. Il m'a appelé depuis le téléphone d'un ami, car on n'avait toujours pas le droit de communiquer directement. Lui, il voulait accepter l'accord pour en finir, pour que notre fils rentre enfin à la maison, disant que 6 mois valaient mieux que des années de procédure. On a fini par s'engueuler au téléphone, notre première vraie dispute depuis le début de cette histoire. Lui me reprochait d'être têtu. Moi, je lui disais qu'il abandonnait. Le lendemain matin, mon portable a sonné, numéro inconnu.
Une voix de femme s'est présentée comme journaliste. Elle avait reçu un tuyau de l'hôpital sur notre affaire. Elle voulait notre version pour un papier sur les abus de la protection de l'enfance et les dérapages policiers. Je lui ai dit que je ne pouvais pas commenter une procédure en cours et j'ai raccroché. Mais 3 jours plus tard, l'article paraissait quand même en une d'un site d'actualité avec ce titre: un couple local accusé de vendre son bébé à naître. Les commentaires sous l'article étaient encore pires que le titre. Les gens publiaient notre adresse, nos numéros, des photos de notre maison prises dans la matinée. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des appels masqués laissèrent des messages haineux sur ce qu'ils feraient à des vendeurs de bébés comme nous. Un homme a décrit en détail comment il comptait nous faire payer d'avoir prétendument trafiqué des enfants. Une autre femme, en pleurs, a laissé une dizaine de messages, jurant qu'on ne méritait pas de vivre après avoir vendu des bébés. J'ai changé de numéro dans l'après-midi, mais ils ont réussi à retrouver le nouveau en quelques heures. Mon mari, logé chez un ami, subissait le même harcèlement. Cette semaine-là, nous avons changé de numéro 3 fois avant de passer sur liste rouge. 4 jours après la publication de l'article, je me suis réveillée à l'aube, réveillée en sursaut par des coups frappés à la porte d'entrée. J'ai jeté un œil par le Judas, personne en vue, mais en ouvrant, j'ai découvert d'énormes lettres rouges dégoulinantes sur la porte du garage. Tueur de bébé, c'était écrit sur toute la largeur. Chaque lettre faisait presque 1 mètre de haut. La peinture, encore fraîche, s'étalait jusque dans l'allée. J'ai aussitôt appelé la police pour signaler ce vandalisme, mais l'agent venu sur place s'est contenté de hausser les épaules, en disant qu'en l'absence de vidéo du coupable, il ne pouvait rien faire. Il n'a même pas pris la peine de photographier les dégâts, ni de rédiger un rapport. Il s'est borné à me recommander d'installer des caméras de surveillance, puis il est reparti sans plus de formalité. J'ai passé toute la matinée à tenter de nettoyer, mais la peinture avait déjà pénétré le bois. Les voisins m'observaient depuis leur jardin, échangeant des chuchotements, mais personne n'est venu m'aider. 2 semaines plus tard, nous avons eu notre première vraie audience au tribunal concernant l'état de santé de James. Le médecin de la réanimation néonatale a témoigné à la barre, décortiquant le dossier médical de James page après page. Il a expliqué au juge comment James avait subi une hémorragie cérébrale faute d'oxygène lors de l'accouchement retardé. Il a décrit comment ce retard de 43 minutes, le temps que Mills débatte de la garde, avait directement provoqué 2 arrêts cardiaques chez James pendant l'intervention. Il a été formel. Si j'avais été opéré dès la consigne du Dr Blake, James serait né en parfaite santé. Le procureur ne cessait de s'y opposer, accusant le médecin de supposer, mais les dossiers médicaux étaient incontestables. Les horaires prouvaient que Mills m'avait laissé saigner plus de 3/4 d'heure pendant que mon bébé manquait d'air. Le médecin a précisé que James aurait besoin de longues années de rééducation pour ses retards de développement. Et tout cela parce que 2 policiers avaient cru que je simulais une urgence. 3 jours après cette audience, notre avocate m'a appelée, et la nouvelle qu'elle m'a annoncée m'a fait lancer mon téléphone à travers la pièce. L'agent Mills venait de prendre sa retraite d'un jour à l'autre avec pension complète et tous ses avantages. L'enquête interne sur sa gestion de mon urgence a été aussitôt classée puisqu'il n'était plus en poste. Le porte-parole du commissariat a déclaré qu'il ne menait pas d'enquête sur les anciens agents, donc Mills ne serait jamais inquiété pour avoir failli nous coûter la vie. Il toucherait sa retraite à vie, pendant que mon bébé, lui, devrait se battre avec les séquelles cérébrales qu'il avait causées. Notre avocate a déposé plainte auprès de la commission d'État, mais là encore, même réponse, aucune compétence sur les agents retraités. Entre-temps, la protection de l'enfance nous a fait parvenir un épais dossier de conditions à remplir, avant d'envisager une éventuelle réunification. Nous devions assister à des cours de parentalité tous les mardis et jeudis soirs, 12 semaines de suite, dans un centre situé à 65 km de chez nous. Nous étions aussi soumis à des tests de dépistage de drogues aléatoires à nos frais, alors que jamais personne ne nous avait accusés de consommation. Il nous fallait également passer des évaluations psychologiques complètes auprès de leurs prestataires agréés, qui facturaient chacune $800 sans accepter aucune mutuelle. Notre logement devait être inspecté 1 fois par mois, sans prévenir, par des agents susceptibles d'arriver n'importe quand. Rien qu'avec les évaluations et les cours, la facture dépassait $6 000, sans compter l'essence et les jours d'absence au travail. Après avoir versé l'avance à l'avocate, il nous restait au maximum $300 d'économie. J'ai passé 2 jours à fixer la boîte à bijoux de ma grand-mère avant de me décider à aller chez un racheteur d'or. Son alliance, qu'elle avait portée 60 ans, est partie pour $400. Le collier de perles offert par mon grand-père pour leur anniversaire m'a rapporté $200. La broche ancienne de sa mère a ajouté $300 de plus. J'ai tout vendu sauf une fine chaîne en or, et j'ai utilisé l'argent pour payer les évaluations imposées. La psychologue a passé 3 heures à m'interroger sur mon enfance, mon mariage, ma grossesse, tout sauf ce qu'on avait subi à cause de Mills. Son rapport concluait à un syndrome de stress post-traumatique sévère dû à l'accouchement et à la séparation forcée de mon bébé, mais précisait que je ne présentais aucun danger pour un enfant. La protection de l'enfance s'est servie de ce rapport pour tordre la vérité, expliquant au juge que ce trouble me rendait trop instable pour élever un enfant en toute sécurité. Ils ont prétendu que j'avais besoin d'une thérapie approfondie avant de pouvoir m'occuper de mon fils, oubliant commodément qu'ils étaient dans la cause de mon traumatisme. L'évaluation de mon mari ne s'est guère mieux passée. Il a fondu en larmes en parlant de James, ce qu'ils ont noté comme un signe d'instabilité émotionnelle. La même semaine, le patron de mon mari l'a convoqué, accompagné du service des ressources humaines. Après avoir lu l'article,
L'entreprise a estimé que les accusations portées contre lui violèrent la clause de moralité, bien qu'aucune condamnation n'ait été prononcée. On lui a donné 15 minutes pour vider son bureau, sous la surveillance d'un agent de sécurité. Pas un sou d'indemnité, pas de droits au chômage, licenciement sec après 5 ans d'ancienneté et des évaluations exemplaires. Nous avons alors survécu uniquement grâce à mon allocation d'invalidité consécutive à l'accouchement, tout juste de quoi payer le loyer. 2 mois après ce cauchemar à l'hôpital, James était enfin assez stable pour sortir de néonatologie. Mais au lieu de rentrer chez lui dans sa chambre, la protection de l'enfance l'a placé chez une famille d'accueil à une trentaine de kilomètres. La mère d'accueil semblait sympathique et nous faisait parvenir des photos par l'intermédiaire de l'assistante sociale où James apparaissait dans des vêtements propres, dans un joli berceau, bien nourri et porté dans les bras. Voir ces photos d'inconnus s'occupant de mon bébé m'a anéanti bien plus que tout le reste. On nous autorisait exactement 2 visites surveillées par semaine dans un bâtiment administratif du centre-ville. Chaque visite durait 1 heure, dans une petite pièce équipée de caméras, sous le regard scrutateur d'une employée de la protection de l'enfance qui notait chacun de nos gestes. James était chez cette famille depuis 3 semaines lors de notre première visite, et il ne nous reconnaissait même plus. Quand je l'ai pris dans mes bras, il s'est mis à hurler et a tendu les bras vers l'assistante sociale qu'il voyait chaque jour. L'employé a rédigé dans son rapport que nous n'avions pas su nouer de lien avec l'enfant et qu'il manifestait des signes de détresse en notre présence. Évidemment, elle n'a pas mentionné qu'un bébé pleurerait chez n'importe qui s'il était confié à des étrangers dans une pièce froide et impersonnelle. Lors de la 4e visite, James retrouvait son calme au bout d'une vingtaine de minutes, mais le mal était déjà fait dans nos dossiers. La famille de Sandra a tenté de la soutenir en organisant une intervention chez elle, mais elle s'est barricadée dans sa chambre et a fini par appeler la police contre ses proches. Sa sœur m'a confié plus tard que Sandra ne cessait de répéter que nous étions des criminels qui avions usurpé l'identité de son bébé décédé pour un réseau de trafic. Elle avait rempli des cahiers entiers de prétendues preuves accumulées sur nous, allant jusqu'à prendre des photos de notre maison en cachette pendant des mois avant de nous dénoncer. Son mari, Abou, a demandé le divorce et la garde en urgence de leurs 2 enfants survivants. Face à cela, Sandra l'a accusé de faire partie de notre soi-disant réseau, affirmant qu'il nous couvrait car nous l'aurions menacé. Le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise psychiatrique que Sandra a catégoriquement refusée. Notre avocate, de son côté, a passé des semaines à éplucher les comptes pour le parquet avant de découvrir un détail qui l'a fait s'écrier de stupeur au téléphone. L'agence d'accueil familial chargée de James avait des contrats de plusieurs millions avec le département et 3 administrateurs de cette agence avaient versé le don maximal à la campagne de réélection du procureur. Cerise sur le gâteau, le beau-frère du procureur était consultant rémunéré pour cette même agence. Notre avocate a donc déposé une requête pour conflit d'intérêts et exigé la nomination d'un procureur indépendant, mais nous savions qu'il faudrait une éternité avant d'obtenir une audience. 3 semaines se sont écoulées avant que le juge ne daigne jeter un œil à notre requête, et il l'a balayée d'un revers de main, jugeant qu'elle relevait du fantasme. Il a refusé de dessaisir le procureur, mais a consenti à ce qu'une personne extérieure examine le dossier. Coïncidence troublante, Mills, au cœur du scandale, partait tout juste en retraite anticipée après un témoignage accablant, ce qui tombait à pic. J'ai eu la nette impression que quelqu'un plus haut placé lui avait soufflé de partir discrètement avec tous ses avantages avant que le service ne soit emporté dans la tourmente. L'examinateur indépendant a passé 2 jours à tout décortiquer et, dans son rapport, a pointé des failles graves dans la collecte et la conservation des preuves. 17 irrégularités de procédure, dont la modification du rapport de police par Mills suite à la plainte de Sandra et la dissimulation de pièces justificatives par le procureur. Malgré tout cela, il a conclu que ces manquements n'étaient pas assez sérieux pour justifier l'abandon des poursuites. Notre avocate, furieuse, a jeté le rapport sur son bureau avec une telle force qu'elle a renversé son café partout. Le stress me rongeait littéralement. Je ne dormais jamais plus de 2 heures d'affilée, et lorsque j'y parvenais, je faisais des cauchemars où James me réclamait en pleurant dans les bras d'inconnus. Plus rien n'avait de goût. J'ai perdu 10 kilos en 3 semaines alors que je devais me remettre d'une lourde opération. Mon lait s'est tari, tout simplement parce que je ne pouvais plus allaiter. Un matin, je me suis réveillée sans savoir le jour qu'on était, ni la raison pour laquelle mon mari se trouvait dans notre lit. Je l'ai pris pour un intrus et me suis mise à hurler, jusqu'à ce qu'il allume la lumière et que je reconnaisse enfin son visage. À ce moment-là, tout m'est revenu d'un coup et j'ai fondu en larmes, mais la confusion demeurait. Il m'arrivait d'oublier où j'étais, de me croire encore enceinte, ou d'imaginer James dormant dans son berceau au bout du couloir. Une nuit, mon mari m'a retrouvée debout dans la chambre de bébé à 3 heures du matin, en train de bercer une couverture vide tout en lui chantant une berceuse. Cela l'a tellement bouleversé qu'il m'a aussitôt emmenée aux urgences, où l'on m'a admise en psychiatrie pour une évaluation. Le psychiatre a posé le diagnostic de psychose postpartum déclenché par la séparation forcée de mon bébé, aggravée par le traumatisme d'avoir frôlé la mort. Elle m'a dit que, compte tenu de tout ce que j'avais subi, c'était presque un miracle que je ne me sois pas effondrée plus tôt. Je suis restée 1 semaine hospitalisée, le temps d'ajuster mon traitement et d'apprendre quelques stratégies pour tenir le coup. Mais la protection de l'enfance a été aussitôt informée. Ils ont monté un dossier affirmant que ma décompensation prouvait que j'étais une mère inapte, incapable d'assurer la sécurité de mon enfant. Ils voulaient carrément nous retirer définitivement nos droits parentaux, sous prétexte que je cherchais de l'aide pour un trouble qu'ils avaient eux-mêmes causé.
À l'audience, ma psychiatre a témoigné pendant 2 heures, expliquant que la psychose était directement liée à la séparation forcée de mon nouveau-né alors que je sortais d'une opération traumatisante. Elle a présenté des scanners cérébraux et des analyses hormonales qui prouvaient à quel point cette séparation avait bouleversé tout le processus d'attachement entre moi et mon bébé. D'après elle, avec un bon traitement et le retour de James à la maison, je me remettrai complètement en quelques semaines. Mais la protection de l'enfance a fait intervenir son propre expert, qui ne m'avait jamais vu et s'était contenté de lire mon dossier d'admission. Selon lui, une mère qui développe une psychose représente forcément un danger pour ses enfants, peu importe la cause. Il a soutenu que je pouvais perdre le contrôle à n'importe quel moment et nuire à James, même si j'avais l'air parfaitement stable. Le juge a déclaré avoir besoin de temps pour analyser les 2 expertises, ce qui signifiait 1 mois d'attente supplémentaire. Pendant ce temps, il y a eu un revirement dans l'affaire car, soudainement, après 4 mois de visites surveillées dans des locaux administratifs, la protection de l'enfance a accepté que les visites aient désormais lieu à la maison, sans surveillance, 2 fois par semaine pendant 4 heures. James approchait de ses 4 mois et ne nous reconnaissait absolument pas. Lors de la première visite à domicile, il s'est mis à hurler dès que l'assistante sociale est partie et n'a pas cessé de pleurer pendant 1 heure. Mais peu à peu, au fil des visites, il s'est mis à reconnaître ma voix et à se calmer quand je lui chantais les chansons que je lui fredonnais déjà pendant ma grossesse. J'ai tout consigné en photo et en vidéo. On le voit sourire, tendre les bras vers mon visage, s'endormir contre moi. Mon mari a installé des caméras dans chaque pièce pour filmer nos visites et prouver qu'on était des parents attentifs. On a transformé sa chambre en véritable petit cocon, avec mobile, jouets et musique douce en continu. Dès la 6e visite, James s'illuminait dès qu'on entrait dans la pièce et tendait les bras pour qu'on le prenne. L'assistante sociale a reconnu les progrès, tout en précisant que cela ne suffisait pas à prouver que nous étions fiables pour autant sur le long terme. Sandra a fini par violer l'ordonnance d'éloignement que nous avions obtenue contre elle, en nous envoyant 3 lettres en 2 jours, chacune plus angoissante que la précédente. Dans la première, elle affirmait nous pardonner d'avoir, selon elle, volé l'âme de son bébé décédé et de l'avoir utilisé à des fins maléfiques. La 2e lettre avançait que James Patrick n'était autre que la réincarnation de son enfant perdu lors d'une fausse couche, et que nous avions piégé son esprit dans le mauvais corps. Quant à la 3e, elle était truffée de versets religieux sur le vol et la damnation. Nos noms écrits dans ce qui ressemblait à du sang, mais qui s'avéra être du feutre rouge. Son mari est venu en personne nous remettre les originaux, visiblement accablé, n'arrêtant pas de s'excuser. Il nous a expliqué que Sandra allait de plus en plus mal et avait même installé un hôtel pour son bébé disparu, décoré avec des photos de notre fils qu'elle avait récupérées sur les réseaux sociaux avant que nous ne la bloquions. Il avait tenté de la faire hospitaliser d'office, mais elle parvenait toujours à feindre la normalité pendant les examens psychiatriques de base. Notre avocate a ajouté ces lettres à notre dossier et déposé une nouvelle requête en annulation, mettant en avant l'état mental préoccupant de la plaignante. C'est à ce moment-là que le procureur a proposé un accord pour la première fois. Il acceptait d'abandonner toutes les charges si nous nous engagions à ne jamais poursuivre la police, la protection de l'enfance ou tout autre service impliqué dans l'affaire. Notre avocate nous a expliqué que cela prouvait qu'il savait qu'il perdrait au procès, mais voulait éviter de devoir nous verser des dommages et intérêts. Le procès pénal a été fixé 2 mois plus tard, et notre avocate s'est attelée à la préparation des témoins. Elle reconnaissait que notre dossier était solide, mais nous a mis en garde. Les jurys réagissent souvent de façon très émotionnelle dès qu'il s'agit de bébés, et il suffisait parfois de l'accusation pour nous faire condamner. Ne supportant plus l'attente ni l'incertitude, j'ai fini par raconter notre histoire sur Internet, dans un groupe de parents, depuis le premier dérapage de Sandra à la baby shower, jusqu'à la fois où Mills a failli me laisser mourir, et à l'enlèvement de James. En 3 jours, mon témoignage avait été partagé 50 000 fois, et des centaines de personnes m'avaient écrit pour partager leurs propres histoires, souvent aussi terrifiantes, où la protection de l'enfance leur avait retiré leurs enfants sur la foi de signalements mensongers. Une journaliste m'a contacté pour un article, mais notre avocate nous a conseillé d'attendre la fin du procès. Le soutien venu d'inconnus m'a littéralement sauvée, alors que tout s'écroulait autour de nous. Certains envoyèrent de l'argent pour les frais d'avocat, d'autres proposèrent de manifester devant le tribunal ou donnèrent des conseils pour affronter la protection de l'enfance. Quelques-uns avaient réussi à récupérer leurs enfants, tandis que d'autres avaient tout perdu. Le procureur a dû se rendre compte de l'ampleur prise par l'affaire en ligne, puisqu'il a rappelé notre avocate avec une offre bien meilleure. Abandon immédiat de toutes les poursuites en échange d'un engagement de notre part à ne pas attaquer qui que ce soit ni à parler aux médias. Notre avocate y a vu un aveu de faiblesse. Il savait qu'il n'avait aucune chance de gagner, et voulait simplement éviter d'être tenu pour responsable. Elle nous a conseillé de refuser et de les attaquer pour tout ce qu'on nous avait fait subir. Nous avons rejeté l'accord et dès le lendemain, nous avons déposé une plainte fédérale pour violation de nos droits civiques contre la police. Mills personnellement, la protection de l'enfance et 3 assistantes sociales, réclamant 10 millions de dollars de dédommagement pour arrestation abusive, refus de soins médicaux, séparation forcée de notre nouveau-né et harcèlement continu. L'avocat de la ville a tout de suite tenté de faire rejeter la plainte, arguant de l'immunité gouvernementale, mais notre avocate avait anticipé et préparé une réponse démontrant que cette immunité ne tenait pas dès lors que des agents violant délibérément les droits constitutionnels. Tout a basculé lorsqu'une infirmière de la néonatologie, Sarah, a contacté notre avocate.
Elle avait été licenciée 2 semaines après la naissance de James, soi-disant pour insubordination, mais en réalité parce qu'elle nous soutenait. Elle avait sur son téléphone des enregistrements réalisés le soir où Mills avait retardé mon opération. Elle s'était mise à enregistrer en comprenant qu'il me laissait littéralement me vider de mon sang, et sur l'enregistrement, on entendait Mills dire à Lee qu'il était parfaitement conscient du caractère infondé des accusations de trafic, mais qu'il devait aller jusqu'au bout parce que, je cite, « Une fois la machine lancée, on ne peut plus reculer sans passer pour des incapables et risquer des poursuites. » On l'entendait même rire, ajoutant que nous ne verrions jamais grandir notre bébé. Notre avocate a fait écouter l'enregistrement au procureur le lendemain matin dans son bureau, et j'ai vu son visage passer de la confiance à la panique, puis à l'effondrement total. Il ne cessait de mettre l'enregistrement sur pause pour réécouter certains passages, surtout celui où Mills riait en affirmant que nous ne reverrions jamais notre enfant, tout en avouant qu'il savait depuis le début que tout était faux. Les mains du procureur tremblaient quand il a saisi son téléphone pour prévenir le bureau du procureur général de l'État et signaler des fautes policières et des manipulations de preuves. Moins de 2 heures plus tard, des agents fédéraux débarquaient au commissariat et arrêtaient Mills à son bureau, devant tout le monde. Lee, qui a vu Mills partir menotté, s'est alors précipité pour négocier un accord via l'avocat de son syndicat. Il est venu dans le bureau du procureur dans l'après-midi même et a passé 3 heures à faire une déposition sous serment, expliquant comment Mills l'avait forcé à participer à cette arrestation abusive, alors qu'ils savaient tous les deux que le signalement de Sandra ne tenait pas debout. Il a reconnu que Mills avait modifié le rapport de police a posteriori pour y ajouter des éléments absents de la plainte de Sandra et qu'il l'avait menacé de ruiner sa carrière s'il refusait de cautionner sa version. Le procureur a abandonné toutes les charges contre nous dans la foulée, avec préjudice, signifiant qu'on ne pourrait plus jamais nous poursuivre pour quoi que ce soit lié à cette affaire. Le juge a signé l'ordonnance sur le champ, assorti d'un commentaire cinglant sur les fautes du parquet et la corruption au sein de la police, qui restera à jamais consigné dans le dossier. Le juge a ordonné à la protection de l'enfance de nous rendre James immédiatement, mais l'assistante sociale a soutenu qu'ils avaient besoin de 30 jours pour remettre la paperasse en ordre, refaire des visites à domicile et vérifier une nouvelle fois nos antécédents, alors même que tout avait déjà été validé plusieurs mois auparavant. Notre avocate a aussitôt déposé une requête d'urgence et le juge a convoqué la direction de la protection de l'enfance dans son bureau. D'après l'huissier, il n'avait jamais entendu une telle engueulade à travers des portes aussi épaisses. Ce fut un véritable effet domino. Il a suffi d'une infirmière avec un enregistrement pour faire vaciller tout un système corrompu, plus vite que Mills n'aurait pu dire « immunité qualifiée ». Le juge est ressorti de son bureau et a signé une ordonnance exigeant que James nous soit restitué avant 20 heures, faute de quoi tout le service de la protection de l'enfance serait poursuivi pour outrage au tribunal et ses responsables risquèrent la prison. La famille d'accueil a ramené James chez nous à 19h45, les bras chargés de 2 sacs poubelles remplis de ses affaires et d'un dossier médical retraçant ses 5 mois loin de nous. Elle pleurait en me le confiant, m'avouant s'être attachée à lui mais avoir toujours su qu'il devrait retrouver ses parents, tout en s'excusant pour tout ce que nous avions enduré. James, qui avait 5 mois, ne savait même pas qui nous étions. Il détournait la tête quand je voulais l'embrasser et tendait les bras vers sa famille d'accueil quand elle s'est approchée de la porte. J'ai passé toute cette première nuit assise dans sa chambre, à le bercer contre moi pendant son sommeil, morte d'angoisse à l'idée que s'il me quittait ne serait-ce qu'un instant, il pourrait disparaître à nouveau. Je sentais son petit corps contre moi, j'enfouissais mon visage dans ses cheveux, essayant de graver chaque détail dans ma mémoire. Mon mari était assis par terre, à côté du fauteuil à bascule, la main posée sur mon genou. Nous pleurions tous les deux en silence, tandis que James dormait enfin à la maison, même si nous avions le sentiment d'être devenus des étrangers pour notre propre enfant. 3 jours plus tard, vers 2 heures du matin, des coups violents à la porte d'entrée nous ont réveillés en sursaut. En regardant par la fenêtre, on a vu Sandra, armée d'un pied de biche, qui essayait de forcer la porte en hurlant qu'on lui avait volé son bébé et qu'elle venait le récupérer. Tandis que mon mari appelait la police, j'ai attrapé James dans son lit et me suis enfermée avec lui dans la salle de bain, retenant mon souffle en écoutant Sandra briser les vitres et hurler que James Patrick était le nom de son bébé décédé et que nous n'avions aucun droit de l'utiliser. Les policiers l'ont retrouvé dans notre jardin, couverte de sang à cause des éclats de verre, tentant d'escalader la fenêtre de la chambre de James, continuant à crier au sujet de son bébé, même après avoir été menottée. Ils l'ont conduite en psychiatrie pour une hospitalisation d'office en constatant qu'elle avait perdu tout contact avec la réalité. Son mari, effondré, nous a appelés au matin pour s'excuser et supplier qu'on ne porte pas plainte. Il nous a expliqué que Sandra avait perdu un bébé à 6 mois de grossesse plusieurs années plus tôt, avait choisi le prénom James Patrick pour cet enfant et que le fait de voir notre fils porter ce nom avait déclenché chez elle une crise psychotique où elle était persuadée qu'on lui avait volé son enfant. Il est venu l'après-midi même avec leurs 3 enfants rencontrer leur cousin et, pendant 20 minutes, notre salon a ressemblé à une vraie famille. Les enfants jouaient avec James et demandaient déjà s'ils pourraient faire du babysitting plus tard. Nous avons accepté de ne pas porter plainte à condition que Sandra poursuive son traitement, prenne bien ses médicaments et que son mari nous assure qu'elle ne réapparaîtrait plus une fois qu'elle aurait retrouvé ses esprits. 2 semaines plus tard, le procès civil s'est soldé par un accord à l'amiable de 1,2 million de dollars, de quoi payer les frais médicaux, rembourser nos dettes et ouvrir un compte pour les études de James, même si la ville n'a reconnu aucune faute,
et a fait sceller tous les dossiers. Mills a perdu sa pension et a été poursuivi pénalement pour séquestration, falsification de preuves et violation des droits civiques sous couvert d'autorité, risquant jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Mon mari et moi avons commencé une thérapie de couple, tant cette affaire avait failli nous détruire. Il se reprochait de ne pas nous avoir mieux protégés. Moi, je n'arrivais pas à lui pardonner son arrestation et de m'avoir laissé seule, même si ce n'était pas sa faute. Grâce à la thérapeute, nous avons compris que nous étions tous les deux victimes et qu'il était impossible d'empêcher ce qui était arrivé. Petit à petit, la confiance est revenue et nous avons cessé de vivre dans la peur d'une prochaine catastrophe. À peine rentré à la maison, James a rattrapé son retard. Il s'est mis à rouler, à s'asseoir, à babiller sans arrêt, même s'il lui a fallu plusieurs semaines avant de nous reconnaître comme ses parents. Puis un matin, quand je suis allée le chercher dans son lit, il a tendu les bras vers moi en disant « Maman » d'une voix claire. Je me suis effondrée sur le sol de sa chambre, en pleurs pendant 1 heure, pendant qu'il jouait avec ses jouets en répétant ce mot sans arrêt. 8 mois plus tard, Mills a été condamné à 18 mois de prison fédérale. Ce n'était pas assez vu ce qu'il avait fait, mais le voir menotté, vêtu de la combinaison orange, nous a apporté un certain soulagement. L'hôpital nous a conviés à une cérémonie où ils ont annoncé de nouvelles règles baptisées « Loi James », imposant aux policiers de se plier aux décisions médicales en cas d'urgence et rendant passible de poursuites tout retard dans des soins vitaux. 1 an plus tard, on a installé la chaise haute de James dans le jardin, avec un petit gâteau, pendant que mon mari préparait des hamburgers pour les quelques membres de la famille qui nous parlaient encore. Le facteur m'a remis une carte venue de l'établissement où Sandra était soignée. À l'intérieur, d'une écriture tremblante, elle avait simplement écrit « Je suis désolée ». C'était la première vraie excuse de sa part. James s'est barbouillé de glaçage bleu pendant que le cousin de mon mari prenait des photos et que sa mère nous aidait à tout nettoyer, chacun faisant semblant qu'on n'avait pas vécu une année cauchemardesque. 2 semaines après la fête, mon mari est rentré avec un carton de son ancien bureau. Un patron de start-up, qui avait suivi notre histoire sur Internet, lui avait proposé un poste à responsabilité, avec tous les avantages et des horaires flexibles. Il a commencé le lundi suivant, et dès son premier salaire, toutes nos dépenses du mois étaient réglées, avec même assez pour commencer à rembourser les dettes juridiques qui nous étouffaient. L'infirmière de néonat qui avait sauvé cet enregistrement nous a appelés pour nous dire qu'elle avait touché sa prime de lanceuse d'alerte, 80 000 $, et qu'elle s'était déjà inscrite à l'école d'infirmière pour devenir défenseuse des patients. Elle nous donnait régulièrement de ses nouvelles, racontant ses cours et comment notre histoire avait poussé ses professeurs à ajouter de nouveaux modules pour apprendre à résister aux abus de pouvoir des forces de l'ordre. Le Parlement régional a contacté notre avocate pour que je vienne témoigner lors d'auditions sur 3 lois directement inspirées de ce que nous avions vécu. Nous avons fait 4 heures de route jusqu'à la capitale. Je me suis retrouvée assise à une grande table, micro devant moi, pendant que les sénateurs m'interrogeaient sur le retard de Mills pour mon opération et sur le retrait de James par les services sociaux, sans la moindre preuve. 2 mois plus tard, les lois étaient votées. Désormais, les policiers devaient obligatoirement s'en remettre au personnel médical en cas d'urgence, tout retrait d'enfants devait être enregistré et toute séparation en urgence devait être revue par un juge sans délai. 6 mois après le début du traitement de Sandra, son mari nous a apporté une grosse enveloppe contenant une lettre de 10 pages qu'elle avait rédigée pendant ses séances de thérapie. Elle confiait que la perte de sa grossesse avait brisé quelque chose en elle et que voir notre fils prénommé James Patrick lui avait donné l'impression que nous avions littéralement volé l'âme de son bébé décédé. Elle expliquait qu'elle comprenait qu'elle ne rencontrerait jamais James et qu'elle acceptait cette réalité, mais voulait qu'on sache qu'elle prenait bien son traitement et faisait tout pour aller mieux. 1 année passe encore et je tombe de nouveau enceinte, cette fois d'une petite fille que nous décidons d'appeler Hope. L'accouchement a lieu dans le même hôpital, mais l'ambiance n'a plus rien à voir. Aucune menotte, aucun policier, aucune menace. Juste mon mari qui me tient la main, entouré d'infirmières, dont certaines étaient déjà là la première fois, qui fêtent la naissance de Hope en parfaite santé, criant à plein poumon. 2 jours plus tard, on la ramène à la maison pour rencontrer James, qui gambade partout, touche à tout, et n'arrête pas d'essayer de lui donner ses petits biscuits. Il la désigne du doigt en répétant « bébé », encore et encore, puis court chercher ses jouets pour les lui montrer, même si elle est encore bien trop petite pour jouer. Le pédiatre nous rassure. Il atteint tous ses jalons de développement, sans le moindre signe du traumatisme qu'on aurait pu craindre après ses 5 premiers mois. Un vrai miracle, vu tout ce qu'il a traversé. Malgré tout, on sursaute encore quand quelqu'un frappe un peu fort à la porte, et mon mari vérifie toujours 3 fois les serrures avant d'aller dormir. Je continue à faire des cauchemars dans lesquels je revois le visage de Mills, mais au moins, nous sommes à nouveau réunis, tous sous le même toit, sans visite surveillée, sans assistante sociale, sans date de convocation, seulement les tracas du quotidien, James qui refuse de manger des légumes et Hope qui nous tient éveillés la nuit. Notre conseillère conjugale est impressionnée par les progrès que nous avons faits pour réapprendre à nous faire confiance, après que le système avait tout fait pour retourner notre amour contre nous. Le travail de mon mari se passe bien, nous avons remboursé la moitié des dettes juridiques et même ouvert un petit compte épargne pour les études des enfants. James ne gardera aucun souvenir de ces mois terribles en famille d'accueil, ni du service de néonat où il pleurait des parents qui ne pouvaient pas venir, mais nous,
On s'en souviendra pour lui. On a tout gardé. Documents, photos, preuves, rangés dans une boîte au fond du placard, pour qu'un jour, quand il sera assez grand, il puisse connaître son histoire. Mais pour l'instant, c'est juste un petit garçon heureux, fou de sa petite sœur et de ses camions jouets, totalement inconscient que son prénom a failli tout nous coûter. Franchement, je me demande bien ce qui trotte dans la tête de Sandra quand elle écrit ses lettres d'excuses. 3 mots, 1 mois, 10 pages le suivant. Enfin bref, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Un petit like sur la vidéo, ça fait une différence bien plus grande que vous ne l'imaginez.